la Silver Aston Martin Valkyrie AMR Pro fit son nez dans les ateliers de Rodri Motor avec l'autorité silencieuse de 3 millions de dollars sur roue. Harper Lancaster sortit, son costume taillé sur mesure contrastant durement avec les murs maculés de graisse du garage. 3 mécaniciens seniors se tenaient autour du moteur hybride V12, leurs têtes secouées, défaite évidente dans leurs gestes. Aucun d'eux n'osait toucher le système ECU sans l'appui de la fabrication. Puis, un homme en salopette s'avança. Grand, calme, les cheveux bruns en bataille, les mains encore couvertes de la sueur du travail honnête. Mason Carter venait d'être embauché ce matin-là. Harper leva un sourcil alors que le propriétaire du garage expliquait qu'il était leur nouveau renfort, un veuf élevait seul sa fille. Un rire froid comme l'acier de l'hiver échappa de ses lèvres. « Répare ce moteur et je t'épouse, dit-elle, à moitié en plaisantant, à moitié en défiant. » Tout le monde éclata de rire. Mason, lui, souriait silencieusement. Harper Lancaster avait autrefois cru en l'amour comme les enfants croient aux contes de fées, de tout cœur et sans réserve. Elle n'avait que 28 ans lorsqu'elle épousa Daniel Rothschild, héritier d'une fortune maritime, convaincue que leur union serait plus solide que n'importe quelle fusion d'entreprises. Pendant 3 ans, elle construisit sa vie autour de leur rêve commun d'étendre l'entreprise logistique familiale tout en élevant des enfants dans leur manoir du Connecticut. Elle travailla 16 heures par jour pour se prouver digne du nom Rothschild, manquant dîner et escapades de fin de semaine, toujours promettant à elle-même que le succès finirait par leur offrir le temps de se retrouver véritablement. Puis la trahison arriva un mardi soir de mars. Harper était rentrée tôt d'un voyage d'affaires, prête à surprendre Daniel avec son vin préféré et des projets pour des vacances longtemps attendues. Mais ce qu'elle découvrit dans leur lit fut un coup de couteau en plein cœur. Daniel, enchevêtré avec Sarah, son assistante, la femme à qui elle confiait ses horaires, ses secrets, sa vie professionnelle entière. La scène se grava dans sa mémoire avec la clarté d'une photo. Le visage choqué de Daniel. La frénésie de Sarah qui essayait de s'habiller, les draps froissés qu'Harper avait choisis lors de leur lune de miel en Italie. Les procédures de divorce qui suivirent furent un véritable carnage public. Les avocats de Daniel peignirent Harper comme une femme froide et obsédée par sa carrière, négligeant son mariage. Les tabloïds la surnommèrent la reine de glace, un surnom qui la poursuivit à travers les salles de conseil et les galas de charité. Après le règlement, Harper se lança corps et âme dans Lancaster Logistique, déterminée, sans plus rien à perdre. Elle racheta 3 petites entreprises, se lança dans le transport international, bâtit une réputation d'efficacité implacable. Son succès était indéniable, mais il avait un prix. Elle cessa de sortir avec qui que ce soit, érigea des murs autour de son cœur, et devint célèbre pour être brillante mais impossiblement exigeante. Les employés chuchotaient qu'elle pouvait glacer une pièce d'un seul regard, qu'on ne l'avait jamais vue rire sincèrement, et qu'elle traitait les prétendants amoureux comme des tentatives de prise de contrôle hostile. Pendant ce temps, l'histoire de Mason Carter se déroulait dans l'ombre des hangars aérospatiaux et des couloirs d'hôpitaux. Il avait été le plus prometteur des ingénieurs aéronautiques de son équipe chez Lockheed Martin, l'esprit brillant capable de résoudre des problèmes que d'autres n'avaient même pas identifiés. Ses collègues respectaient sa capacité à discerner les schémas dans les systèmes complexes, à comprendre comment des milliers de composants pouvaient œuvrer ensemble pour accomplir quelque chose de plus grand que la somme de ses parties. Mason avait épousé sa petite amie d'université, Rebecca, une infirmière pédiatrique aux mains délicates et à la patience infinie. Ils avaient planifié leur vie avec la précision d'un plan d'ingénierie, évolution de carrière, maison en banlieue, enfants qui grandiraient dans un environnement sécurisé et aimé. Puis, Rebecca mourut 3 mois après la naissance de Lily. Son corps n'avait pas pu se remettre des complications qui surviennent dans moins de 1% des cas. Mason se retrouva à tenir sa fille nouveau-née dans la chambre d'hôpital où sa femme venait tout juste de mourir. Se sentant comme si son monde entier s'était effondré dans une singularité de douleur et de responsabilité, les problèmes d'ingénierie théorique qui l'avaient autrefois fasciné semblaient désormais futiles face au défi pratique de maintenir en vie et en bonne santé un tout petit être humain. Il prit un congé prolongé, puis démissionna définitivement, échangeant sa carrière prometteuse contre n'importe quel travail qui lui permettrait d'être présent pour sa fille. Harper Lancaster avait jadis cru en l'amour comme les enfants croient aux contes de fées, avec des cœurs purs et pleins de confiance. Mason Carter avait cru au plan comme les ingénieurs croient aux mathématiques, avec une foi absolue en des résultats prévisibles. Mais tous deux avaient appris que la vie n'avait aucune considération pour de telles croyances. Ce soir-là, après que le garage se soit vidé, et que les rires se soient estompés, Mason resta seul avec la Valkyrie. Il avait entendu le sarcasme dans la voix de Harper Lancaster, voyant la façon dédaigneuse avec laquelle elle l'avait regardé, le traitant comme un simple travailleur de la classe ouvrière,
indigne de son attention. Mais Mason avait aussi vu autre chose. Une machine de 3 millions de dollars que personne ne pouvait réparer, et une femme dont la voiture chère était devenue le symbole de son isolement. Il s'approcha du moteur, non avec une fierté blessée, mais avec une curiosité sincère. Le système hybride de l'Aston Martin était un chef-d'œuvre de complexité technique. Alliant un moteur V12 à un moteur électrique avancé via un système sophistiqué de récupération d'énergie, il effrayait la plupart des mécaniciens avec ses innombrables capteurs, actionneurs et modules de contrôle fonctionnant en parfaite synchronisation. Mais Mason le voyait autrement. Chaque système, aussi complexe soit-il, n'était qu'un ensemble de composants individuels qui devaient communiquer entre eux. Le problème résidait souvent dans la communication, pas dans les composants eux-mêmes. Il suivit les chemins électriques avec la patience de celui qui avait autrefois conçu des systèmes de navigation pour avions, vérifiant les lectures de tension et l'intégrité des signaux avec des outils qui semblaient presque primitifs comparés à son ancien équipement aéronautique. Les affichages du tableau de bord montraient des lectures normales pour tous les systèmes principaux, mais l'ordinateur de gestion du moteur affichait des codes d'erreur totalement incohérents. Mason passa 2 heures à vérifier minutieusement chaque connexion, chaque point de mise à la terre, chaque fil portant des données entre le moteur et son cerveau électronique. Le problème, lorsqu'il le trouva enfin, était d'une simplicité élégante. Un convertisseur de tension enfoui au cœur de l'architecture hybride avait été installé avec une mauvaise connexion à la masse. L'erreur était si minuscule qu'elle n'avait pas déclenché de voyant d'avertissement évident, mais suffisante pour générer du bruit électrique, perturbant le système de gestion du moteur et forçant l'arrêt complet du groupe motopropulseur. C'était le genre d'erreur qui pouvait arriver à n'importe qui. Mais la trouver exigeait la patience de vérifier chaque connexion, plutôt que de se fier aux ordinateurs de diagnostic pour identifier la panne. Mason effectua la réparation avec une précision méticuleuse, testant chaque étape pour s'assurer que sa solution ne créerait pas de nouveaux problèmes ailleurs dans le système. Il effaça les codes d'erreur, lança le moteur à travers sa séquence de démarrage, et écouta le ronronnement d'une mécanique parfaitement équilibrée. La Valkyrie tournait mieux que lorsqu'elle avait quitté l'usine. Mais Mason ne réveilla personne pour partager sa réussite. Il nettoya simplement ses outils, se lava les mains, et rentra chez lui vérifier sa fille endormie. Lorsqu'Harper revint le lendemain matin, s'attendant à une nouvelle journée de frustration et d'excuses mécaniques, la Aston Martin démarra immédiatement. Le tableau de bord affichait des performances optimales sur tous les systèmes. Elle fixa les instruments, véritablement surprise, puis chercha une explication dans le garage. « Et qui l'a réparé » demanda-t-elle, sa voix trahissant une curiosité qui n'était pas là la veille. Le propriétaire du garage commença à désigner Mason, mais Mason croisa son regard et secoua légèrement la tête. Il continua de nettoyer ses mains avec une attention méthodique, comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Harper se surprit à l'observer, un intérêt nouveau naissant en elle, remarquant la précision de ses gestes, la confiance silencieuse avec laquelle il manipulait les outils. Pour la première fois depuis des années, Harper Lancaster ressentit une véritable curiosité à propos de l'histoire d'une autre personne. 2 semaines plus tard, Harper se retrouva de nouveau chez Roderick Motor pendant sa pause déjeuner, prétendant vérifier un problème électrique mineur qui n'existait probablement même pas. Elle découvrit Mason, assis dans un coin tranquille du garage, avec une petite fille de 7 ans blottie contre lui, sa tête reposant sur sa cuisse tandis qu'elle somnolait. L'enfant était petite pour son âge, avec des traits délicats et une peau presque translucide sous la lumière douce qui filtrait par les fenêtres du garage. « C'est ma fille, Lily », expliqua Mason d'une voix basse, prenant soin de ne pas la réveiller. « L'école a fini tôt aujourd'hui et ma babysitter a eu une urgence. » Lily s'éveilla au bruit des voix, ouvrant des yeux d'un bleu frappant contre son teint pâle. Elle fixa Harper avec la curiosité sans filtre de l'enfance, observant ses vêtements chers et ses cheveux impeccablement coiffés, non pas avec jugement, mais avec émerveillement. « J'ai rêvé de toi, » dit Lily à Harper, sa voix douce mais claire. « Tu étais une princesse. Mais tu étais triste parce que ton château était vide. » Harper sentit quelque chose se dérober dans sa poitrine, une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle s'accroupit pour se mettre à la hauteur de Lily, scrutant son visage avec une inquiétude croissante. Il y avait quelque chose de fragile chez Lily, au-delà de sa petite taille, une qualité que Harper reconnaissait dans les souvenirs douloureux de son jeune frère, Michael, qui était mort d'une maladie cardiaque congénitale lorsqu'elle avait 22 ans. « Elle a un problème cardiaque », dit Mason d'une voix basse, répondant à la question silencieuse de Harper. « Une cardiomyopathie congénitale. On le gère avec des médicaments et des suivis réguliers, mais cela signifie qu'elle se fatigue rapidement.
Harper observa Mason appuyer doucement ses doigts sur le poignet de Lily, vérifiant son pouls avec la facilité d'un parent qui avait appris à surveiller les signes vitaux aussi naturellement qu'on regarde l'heure. Le geste était si tendre, si rempli d'un amour protecteur, que Harper sentit les larmes lui monter aux yeux, pour la première fois depuis des années. Elle avait construit sa vie autour de la philosophie selon laquelle la vulnérabilité émotionnelle était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Mais voir ce homme silencieux prendre soin de sa fille fragile réveillait quelque chose qu'elle croyait perdue avec ses propres rêves de famille. Les médecins disent qu'elle pourrait avoir besoin d'une opération un jour. Mason continua, sa voix stable, mais ses yeux trahissant une profonde inquiétude. Une greffe de cœur si les médicaments cessent de fonctionner. Mais pour l'instant, on gère, jour après jour. Lily regarda entre les deux adultes, sentant le poids de leur conversation, même si elle ne comprenait pas toute la terminologie médicale. « Papa prend vraiment bien soin de moi », dit-elle à Harper avec une confiance absolue. Lily sait réparer tout ce qui est cassé. Harper passa le reste de sa pause déjeuner à discuter avec Lily, de l'école, de ses livres préférés, des dessins qu'elle faisait de mondes imaginaires où tout le monde était en bonne santé et heureux. Lorsqu'il fut temps de partir, Harper se sentit réticente à retourner à l'efficience stérile de son bureau, aux réunions interminables et aux sessions de planification stratégique qui lui avaient jadis paru si importantes. Au cours des semaines suivantes, Harper prit l'habitude de visiter le garage pendant ses pauses déjeuner, toujours avec une excuse plausible concernant sa voiture ou des questions techniques sur l'ingénierie automobile. Elle apportait du café pour Mason et des biscuits pour Lily, prétendant qu'elle avait acheté trop de nourriture et ne voulait pas la laisser périr. Ces petites tromperies semblaient nécessaires, la protégeant d'avoir à examiner de trop près ce qui la poussait à se rendre dans ce coin tranquille de son monde méticuleusement contrôlé. Leur conversation allait des discussions techniques sur les moteurs hybrides à des sujets plus personnels sur la résilience et l'adaptation. Mason n'a jamais protesté contre ces circonstances, il n'a jamais exprimé de rancœur envers la carrière qu'il avait abandonnée ni envers les défis de la monoparentalité. Au contraire, il parlait de trouver du sens dans les petites victoires. Les bons jours de Lily à l'école. Un travail de réparation particulièrement difficile mené à bien, la satisfaction d'un travail qui exigeait à la fois des compétences intellectuelles et physiques. « Ça ne te manque pas, d'être ingénieur aéronautique ?» demanda Harper un après-midi, alors qu'il partageait des sandwichs pendant que Lily jouait avec des voitures miniatures dans un coin. Mason réfléchit un instant, comme il semblait le faire à chaque question importante. « Parfois, oui, ça me manque, les défis intellectuels, admit-il. Mais j'ai appris qu'il y a différents types de problèmes qui valent la peine d'être résolus. Garder Lily en bonne santé et heureuse me semble plus important que de concevoir des systèmes de navigation pour des avions que je ne verrai peut-être jamais en vol. » Harper, quant à elle, se surprit à parler davantage de sa propre vie qu'elle ne l'avait fait avec quiconque depuis des années. Elle parla de la pression de gérer une entreprise familiale, de la solitude que le succès lui avait apportée, de la manière dont son mariage raté l'avait forcé à faire davantage confiance aux chiffres et aux contrats qu'aux émotions et aux promesses. Mason écoutait sans jugement, posant de temps à autre des questions pertinentes qui aidaient Harper à mieux comprendre ses propres motivations. « Tu parles de ton entreprise comme si c'était une forteresse, observa-t-il un jour, quelque chose qui te protège du monde. »« Peut-être que c'est le cas, répondit Harper. »« Peut-être que c'est exactement ce dont j'ai besoin. »« Ou peut-être, dit Mason doucement, que c'est devenu une prison au lieu d'une forteresse, et que toi seul peux en déverrouiller la porte. » La conversation qui allait tout changer eut lieu un jeudi après-midi pluvieux, fin octobre. Harper arriva au garage pour trouver Mason en train d'examiner une bougie d'allumage sous une loupe, la tournant lentement à la lumière pour en étudier l'état. Elle le regarda travailler pendant plusieurs minutes avant de prendre la parole. « Tu abordes chaque problème comme si c'était un puzzle à résoudre, dit-elle. Même les plus petites pièces obtiennent toute ton attention. » Mason leva les yeux de la bougie d'allumage et croisa son regard. « J'ai appris il y a longtemps que les petites choses peuvent causer de grandes catastrophes, dit-il. Dans l'ingénierie aérospatiale, un petit défaut de fabrication peut faire chuter un avion entier. Dans une relation, un malentendu non résolu peut détruire des années de confiance. Avec le problème cardiaque de Lily, un médicament oublié ou un symptôme ignoré pourrait être fatal. Donc, oui, je prête attention aux détails. » Les mots de Mason s'enfoncèrent dans les os de Harper. Elle avait passé des années à se concentrer sur des stratégies à grande échelle et des acquisitions majeures, tout en ignorant les petits signaux qui auraient pu sauver son mariage ou l'aider à créer de véritables liens avec les autres. Son succès s'était construit sur l'idée que plus grand était toujours mieux, que plus de contrôle signifiait plus de sécurité,
que la distance émotionnelle était un signe de force professionnelle. Et si tu avais tort, demanda-t-elle tout bas. Et si faire attention aux petites choses voulait juste dire que tu es constamment préoccupé par tout ce qui pourrait s'effondrer. Mason sourit, et son expression, habituellement sérieuse, se transforma. Alors au moins, quand les choses s'effondrent, tu sais que tu as fait tout ce que tu pouvais pour les empêcher. Et parfois, quand tu prêtes vraiment attention, tu peux réparer les problèmes avant qu'ils ne deviennent des catastrophes. La tempête médiatique débuta avec une simple photographie prise par Marcus Chen, un blogueur automobile qui gagnait sa vie en capturant des moments candides de passionnés de voitures riches. Il avait été en train de documenter la culture autour des ateliers de réparation automobile haut de gamme lorsqu'il aperçut Harper Lancaster, l'une des PDG les plus reconnues dans le domaine de la logistique, assise sur un établi chez Roderick Motor, partageant ce qui semblait être un déjeuner intime avec un homme en combinaison de travail. L'image en elle-même était assez innocente. Harper riait de quelque chose que Mason venait de dire, tandis que Lily jouait avec ses voitures miniatures, près d'eux. Les trois étaient baignés par la lumière dorée de l'après-midi, filtrée par les fenêtres du garage. Mais la légende choisie par Chen transforma cette scène innocente en un véritable trésor pour les réseaux sociaux. La reine de glace, PDG, fond pour le Roméo de la classe ouvrière. La romance secrète de Harper Lancaster dans un garage. En moins de 24 heures, la photographie avait été partagée des milliers de fois sur diverses plateformes. Les journalistes d'affaires commencèrent à spéculer sur la vie personnelle de Harper avec une ferveur avide, digne des reporters de divertissement. Le contraste entre sa réputation de leader impitoyable et la tendresse apparente capturée dans l'image créa un récit fait sur mesure pour devenir viral. L'histoire prit de l'ampleur lorsqu'un ancien employé de Lancaster Logistics fournit anonymement des détails sur le divorce de Harper et son isolement romantique par la suite. Soudainement, chaque publication d'affaires voulait explorer le côté humain de cette femme, autrefois perçue comme invulnérable émotionnellement pendant des années. Les photographes commencèrent à camper devant les bureaux de Roderick Motor, espérant capturer d'autres images de ce couple improbable. Le conseil d'administration de Harper convoqua une réunion d'urgence. Les hommes et les femmes qui avaient soutenu ces stratégies d'affaires agressives semblaient soudainement mal à l'aise avec la divulgation de sa vie personnelle. Le président du conseil, Robert Ashworth, un traditionnaliste de 70 ans, qui avait toujours été sceptique quant au leadership de Harper, mena la charge pour limiter les dégâts. Ce genre de publicité nuit à notre image de marque, déclara Ashworth lors de la réunion d'urgence. Nos clients et investisseurs attendent un certain niveau de professionnalisme de la part de notre équipe dirigeante. Sortir avec un mécanicien suggère un mauvais jugement et des priorités douteuses. Harper ressentit un froid familier de trahison. La même sensation qu'elle avait éprouvée lors de ses procédures de divorce. Ceux qui profitaient de son succès remettaient maintenant en question sa vie personnelle, comme si c'était une décision d'affaires nécessitant l'approbation du conseil. Elle se rendit compte que son identité professionnelle, qu'elle avait soigneusement construite, était devenue une sorte de prison, où même la possibilité du bonheur personnel était perçue comme une menace pour la valeur des actions. La pression augmenta lorsque l'action de Lancaster Logistics chuta légèrement en réponse à l'attention médiatique. Les analystes financiers suggérèrent que les investisseurs étaient inquiets de la distraction de Harper par rapport aux priorités professionnelles. Plusieurs clients majeurs demandèrent des garanties que sa vie personnelle n'affecterait pas sa performance professionnelle. Les murmures dans les salles de conseil et lors des conférences industrielles la peignaient comme une femme qui avait perdu son objectif, qui avait laissé l'émotion compromettre son acuité légendaire dans les affaires. Harper se retrouva face à un choix impossible. Défendre son droit au bonheur personnel ou protéger l'entreprise qu'elle avait passé des années à bâtir. La décision lui semblait être un choix entre deux versions d'elle-même, la PDG accomplie qui avait sacrifié tout pour la réussite professionnelle, et la femme qui avait récemment redécouvert la possibilité d'une connexion humaine authentique. La conférence de presse était programmée pour un vendredi matin, au siège de Lancaster Logistics. Harper se tenait derrière le podium dans son costume d'affaires le plus autoritaire, fixant directement les caméras avec la froide confiance qui l'avait rendu célèbre. Les journalistes présents s'attendaient soit à une confession romantique, soit à un déni dramatique, quelque chose qui alimenterait un nouveau cycle médiatique. Mais au lieu de cela, Harper livra une véritable masterclass en gestion de crise professionnelle. L'attention médiatique récente concernant ma vie personnelle est basée sur des spéculations et des malentendus, dit-elle, sa voix sans la moindre trace d'émotion. Je n'ai aucune relation romantique avec un employé de Roderick Motor. Les photographies en question ont capturé une discussion professionnelle sur l'entretien automobile, rien de plus.
je vous serais reconnaissante de vous concentrer sur la performance record de Lancaster Logistique pour ce trimestre, plutôt que de créer des récits fictifs sur ma vie privée. Mason regardait la conférence de presse depuis le petit bureau du garage. Lily dormait paisiblement dans ses bras après une journée encore plus difficile à l'école. Il observa, impuissant, le masque familier se poser sur les traits de Harper, la transformant à nouveau en la PDG implacable qu'il avait rencontrée des semaines plus tôt, celle qui s'était moquée de lui avec arrogance. Aucun ressentiment ne montait en lui face à son rejet, seulement une profonde tristesse pour cette femme qui, un instant, s'était laissée aller à la vulnérabilité, mais qui maintenant se réfugiait derrière une armure corporative, croyant ainsi protéger ce qui lui semblait le plus précieux. Le lendemain matin, Mason déposa sa démission chez Rodrick Motors sans cérémonie, sans explication. Il ne laissa aucune adresse, aucun message pour Harper, aucune gestuelle théâtrale qui aurait attiré l'attention des médias. Il prit simplement ses outils, déposa un baiser sur le front de Lily en la voyant partir pour l'école, et disparut du monde parfaitement ordonné de Harper aussi silencieusement qu'il y était entré. 3 jours plus tard, Harper retourna au garage, s'attendant à y trouver Mason à son poste habituel. Mais à la place, il n'y avait que le vide d'un coin où son coffre à outils se trouvait autrefois, et l'odeur persistante d'huile moteur et de travail honnête. Le propriétaire du garage lui expliqua le départ de Mason avec une évidente amertume, soulignant qu'il avait été leur meilleur mécanicien, malgré son passage rapide. Pour la première fois depuis son divorce, Harper Lancaster se sentit véritablement seul. Son action avait repris de la valeur. Les médias s'étaient tournés vers d'autres sujets. Le conseil d'administration l'avait félicité pour la manière dont elle avait géré la crise. Elle avait sauvé sa réputation professionnelle et préservé son image de leader inflexible. Mais tout cela semblait désormais bien dérisoire face à l'absence du calme de Mason et des éclats de rire innocents de Lily. Harper se replongea dans son travail avec une intensité désespérée, restant tard chaque soir à analyser des rapports trimestriels et des plans stratégiques qui semblaient soudainement dénués de sens. Elle assistait aux réunions du conseil et aux conférences où ses collègues la félicitaient d'avoir traversé la tempête médiatique. Leur approbation lui semblait n'être que des prix de consolation, dans un jeu qu'elle n'était plus certaine de vouloir gagner. 3 semaines après le départ de Mason, Harper reçut un appel qui allait tout changer. La voix au bout du fil était celle du docteur Sarah Mitchell, la cardiologue pédiatrique de l'hôpital pour enfants, annonçant à Harper que Lily Carter avait été admise en urgence pour une chirurgie. Mason avait apparemment inscrit Harper comme contact d'urgence, un détail qui surprit autant le médecin qu'Harper elle-même. Son état s'était rapidement dégradé, expliqua le docteur Mitchell. Elle avait besoin d'une chirurgie de remplacement de valve, mais il y avait des complications avec l'assurance et les arrangements de paiement. Le père semblait tout gérer seul et, franchement, il semblait être sous un stress considérable. Harper se rendit à l'hôpital sans une seconde de réflexion sur les conséquences pour l'image soigneusement protégée qu'elle avait construite. Elle retrouva Mason dans la salle d'attente des soins intensifs cardiaques, affalé sur une chaise en plastique, la tête entre les mains, visiblement plus épuisée qu'elle ne l'avait jamais vu, des dessins techniques éparpillés autour de ses pieds. Des croquis d'un design de valve cardiaque qu'il avait apparemment conçu pendant les longues heures d'attente. Lorsque Mason leva les yeux et la remarqua, son expression ne montrait aucune surprise, juste de la gratitude, mêlée à une fatigue profonde, celle d'un père confronté à l'un des pires cauchemars. Harper s'assit à ses côtés sans dire un mot, sa seule présence lui offrant un peu de réconfort. Ils attendirent ensemble dans le couloir stérile de l'hôpital. 2 personnes qui avaient érigé des murs autour de leur cœur, maintenant unies par l'inquiétude pour une petite fille de 7 ans qui leur avait montré ce que l'amour inconditionnel signifiait vraiment. J'aurais dû rester dans l'aéronautique, murmura Mason, plus pour lui-même que pour Harper. L'assurance aurait été mieux. Le salaire plus élevé. Peut-être que j'aurais pu offrir des soins préventifs plus efficaces. Peut-être qu'on aurait pu le détecter plus tôt. Harper prit sa main, ressentant les callosités de ses années de travail honnête, la légère tremblement de fatigue et de peur. Tu lui as donné quelque chose de bien plus précieux que de l'argent, dit-elle. Tu lui as donné un père qui était là tous les jours, qui la connaissait assez pour remarquer quand quelque chose n'allait pas, qu'il aimait assez pour sacrifier ses propres ambitions pour son bien-être. L'opération dura 6 heures. Pendant ce temps, Harper organisa discrètement l'intervention du meilleur chirurgien cardiaque pédiatrique de l'hôpital, s'assura que tous les traitements expérimentaux seraient couverts, peu importe les limites d'assurance, et établit un fonds de confiance pour garantir les soins médicaux futurs de Lily. Elle fit tout cela sans consulter Mason, sans chercher reconnaissance ni gratitude, simplement parce que c'était ce qu'il fallait faire pour une enfant qui lui avait appris que les rêves valent la peine d'être crus.
lorsque le docteur Mitchell sortit de la salle d'opération avec des nouvelles de la réussite de la chirurgie, Mason pleura de soulagement pendant qu'Harper lui tenait les épaules, sentant ses propres larmes couler pour la première fois en des années. Lily se rétablirait complètement, expliqua le chirurgien, bien qu'elle ait besoin de soins continus et de suivi régulier pour le reste de sa vie. Cette nuit-là, alors que Lily dormait paisiblement dans son lit d'hôpital, entourée de moniteurs affichant un battement cardiaque stable et fort, Harper et Mason parlèrent de seconde chance et du courage nécessaire pour reconstruire une vie à partir de morceaux brisés. Aucun d'eux ne mentionna la tempête médiatique qui les avait séparés, se concentrant plutôt sur l'avenir qu'ils pourraient créer ensemble, s'ils avaient le courage d'essayer. « Je ne suis plus la même personne qui a fait cette blague dans ton garage, dit Harper, alors que la lumière de l'aube commençait à filtrer à travers les fenêtres de l'hôpital. Et cette femme avait peur de tout ce qui comptait. Je ne veux plus avoir peur. » Mason la regarda avec des yeux qui n'exprimaient ni jugement ni reproche, juste une compréhension profonde. « Nous avons tous peur de quelque chose, dit-il. La question est de savoir si on laisse la peur prendre nos décisions, ou si on choisit d'agir malgré elle. » Harper réalisa qu'elle avait passé des années à construire son identité autour de réussites professionnelles qui lui semblaient désormais vides, comparées au simple acte de veiller près du lit d'une enfant à l'hôpital. Le succès sans connexion n'était qu'une solitude élaborée. Et tout l'argent du monde ne pourrait jamais lui acheter ce sentiment de but qu'elle avait trouvé dans le fait de se soucier du bien-être de Mason et de Lily. 6 mois après l'opération de Lily, Harper Lancaster fit une annonce qui choqua le monde des affaires. Elle démissionnait de son poste de PDG de Lancaster Logistique pour se consacrer à de nouvelles opportunités dans l'éducation professionnelle et le développement des petites entreprises. La décision lui coûta des millions en actions et en compensations exécutives, mais elle lui offrit quelque chose qu'elle n'avait jamais possédé, la liberté de construire une vie fondée sur ses propres valeurs, plutôt que sur les attentes des autres. Harper et Mason ouvrirent ensemble Phoenix Garage, un centre de réparation automobile et de formation technique, situé dans un entrepôt reconverti en périphérie de la ville. Leur mission était simple, mais révolutionnaire, offrir une éducation automobile de haute qualité à des personnes qui avaient été exclues des parcours traditionnels, en créant des opportunités pour les ex-détenus, les décrocheurs scolaires, et tous ceux qui avaient besoin d'une seconde chance. Mason conçut le programme tandis qu'Harper gérait les opérations commerciales et les relations avec la communauté. Ils embauchèrent des formateurs alliant expertise technique et véritable souci de leurs étudiants, créant un environnement où l'apprentissage se faisait par le mentorat, et non par le jugement. Le garage développa rapidement une réputation d'excellent travail et de prix juste. Pendant que le programme de formation commençait à diplômer des techniciens qualifiés qui entamaient des carrières réussies dans toute la région, Harper découvrit qu'elle était bien meilleure pour enseigner les principes des affaires à des étudiants enthousiastes qu'elle ne l'avait jamais été pour impressionner les membres des conseils d'administration avec des projections trimestrielles. Elle éprouvait une satisfaction authentique en voyant d'anciens addicts reconstruire leur vie grâce à un travail honnête, en voyant des mères adolescentes acquérir leur indépendance financière à travers des métiers manuels, en créant des chemins vers la stabilité pour ceux qu'on leur avait dit qu'ils étaient des échecs. La transformation n'avait pas été facile. Harper avait dû apprendre à travailler de ses mains, à diagnostiquer les problèmes de moteur par le son et le toucher plutôt qu'à l'aide d'une analyse informatique, à communiquer avec des étudiants venus de milieux radicalement différents du sien. Mais chaque défi lui apprenait quelque chose de nouveau sur la résilience, sur la dignité de tout travail honnête, sur la force qui naît de l'aide apportée à ceux qui veulent réussir. Mason observait l'évolution de Harper avec un émerveillement silencieux. La femme qui autrefois se moquait de son travail manuel passait désormais ses journées à enseigner à de jeunes gens comment être fiers de leurs compétences techniques, à voir l'aptitude mécanique comme une forme d'intelligence à cultiver. Elle avait échangé ses costumes de créateur contre des tenues de travail pratiques. Son bureau d'angle contre une salle de classe qui sentait l'huile moteur et les promesses. Lily prospérait dans l'environnement qu'ils avaient créé ensemble. Sa condition cardiaque nécessitait encore une surveillance attentive, mais elle était devenue plus forte et plus confiante en voyant les deux adultes les plus importants de sa vie construire quelque chose de significatif à partir de morceaux brisés. Elle était devenue la mascotte officieuse du Phoenix Garage. Charme les étudiants et les clients avec son intelligence et sa chaleur, rappelant à tout le monde que l'amour pouvait guérir bien plus que de simples moteurs en panne. 1 an après l'ouverture de Phoenix Garage, Harper décida qu'il était temps de reconnaître publiquement ce qui était évident pour tous ceux qui les connaissaient, elle et Mason avaient bâti ensemble bien plus qu'une entreprise prospère. L'occasion fut leur célébration du 1er anniversaire, une réunion communautaire rassemblant leurs étudiants, clients et amis pour une soirée de reconnaissance et de gratitude. Harper prit le micro pendant le programme du dîner, tenant un petit paquet emballé qu'elle portait depuis des semaines,
rassemblant le courage nécessaire pour clarifier ses intentions. La pièce se tut tandis qu'elle déballait une vieille bougie d'allumage de son Aston Martin Valkyrie, maintenant polie à la brillance argentée et montée sur une petite base en bois. Il y a un an, commença-t-elle, la voix stable mais remplie d'émotion, j'ai fait une blague à un homme que je connaissais à peine. J'ai dit que s'il réussissait à réparer mon moteur, je l'épouserais. Je pensais être maligne, peut-être un peu cruelle, assurément supérieure à quelqu'un que je considérais comme en dessous de moi. Elle se tourna vers Mason, qui était assis à la table d'honneur avec Lily à ses côtés. Tous deux la regardaient avec des expressions d'amour et d'anticipation. Ce que je ne comprenais pas alors, continua Harper, c'est qu'il n'a pas seulement réparé ma voiture. Il a réparé quelque chose en moi que je ne savais même pas briser. Il m'a montré que la véritable force ne réside pas dans le contrôle des autres ou dans la construction de murs autour de son cœur. La véritable force, c'est être là pour ceux qu'on aime jour après jour, qu'importe si c'est glamour ou non. Harper s'approcha de la table de Mason, tendant la bougie d'allumage montée comme une offrande. Donc, cette fois, je ne rigole pas quand je dis que tu as réparé mon moteur, Mason Carter. Tu as réparé mon cœur. Tu as réparé ma compréhension de ce qui compte dans la vie, et tu as restauré ma foi en la possibilité que deux personnes brisées puissent bâtir quelque chose de beau ensemble. Mason se leva pour accepter le cadeau, ses propres yeux brillants de larmes qu'il ne laissait pas couler. De sa poche, il sortit une petite boîte en velours contenant une bague que Lily avait dessinée. Un simple anneau en argent incrusté de minuscules engrenages et ressorts. Un bijou qui semblait avoir été fabriqué par quelqu'un qui comprenait que les choses les plus belles sont aussi les plus fonctionnelles. « Je t'aime, Harper Lancaster, dit Mason, sa voix portant clairement dans la salle silencieuse. J'aime ton intelligence, ton ambition, ta capacité à grandir, et ta volonté de mettre les mains dans le cambouis pour ce qui compte pour toi. J'adore la manière dont tu as appris à voir la beauté dans le travail ordinaire, et comment tu m'as montré qu'il est possible de rêver à nouveau sans oublier les leçons que la perte nous a enseignées. » La proposition qui suivit fut témoin par 200 personnes qui avaient trouvé l'espoir et l'opportunité chez Phoenix Garage, une communauté qui comprenait la valeur des secondes chances et le courage nécessaire pour reconstruire une vie à partir de morceaux brisés. Quand Harper dit oui, la célébration qui éclata fut authentique et joyeuse, une reconnaissance que les histoires d'amour ne suivent pas toujours des schémas prévisibles, et que les meilleurs dénouements commencent souvent avec quelqu'un de suffisamment brave pour réparer ce qui semble irréparable. 2 ans plus tard, la famille Lancaster Carter vivait dans une maison confortable à quelques pas de Phoenix Garage. Leur quotidien était rythmé par le travail, l'école, et la satisfaction tranquille de construire quelque chose de durable ensemble. L'Aston Martin Valkyrie trônait dans leur allée, maintenant décoré d'un petit autocollant qui disait « Réparé avec amour », un rappel de la blague qui était devenue une promesse, et de la promesse qui était devenue une vie. Harper avait appris à trouver de la joie dans les petites victoires, un étudiant en difficulté maîtrisant une réparation difficile, un client dont les ennuis de voiture étaient réglés avec patience et savoir-faire, une fille qui devenait chaque jour un peu plus forte et plus confiante. Mason avait découvert qu'il existait de nombreuses façons d'être ingénieur, que résoudre des problèmes humains pouvait être tout aussi intellectuellement satisfaisant que de concevoir des systèmes de navigation aérienne. Lily, maintenant âgée de 9 ans et en pleine santé, servait de pont entre les mondes de ses parents. À l'aise autant pour discuter stratégie d'entreprise avec Harper que pour parler diagnostic moteur avec Mason, elle avait hérité de l'habileté mécanique de son père et de la réflexion stratégique de sa belle-mère. Mais plus important encore, elle avait appris de chacun d'eux que l'amour est quelque chose qu'on choisit de pratiquer chaque jour, pas seulement quelque chose qui vous arrive. Les dimanches matins, lorsque Phoenix Garage était fermé et que la famille avait du temps pour elle-même, Harper s'asseyait parfois dans la Valkyrie et se souvenait de la femme qu'elle avait été. Réussie mais isolée, protégée mais solitaire, puissante mais finalement impuissante à créer les liens qui donnaient sang à la vie. La transformation avait coûté des millions de dollars et l'avait forcée à abandonner une identité qu'elle avait mis des années à construire. Mais elle lui avait offert quelque chose d'infiniment plus précieux, une famille bâtie sur le respect mutuel, un but commun, et le choix quotidien de réparer ce qui était brisé plutôt que de jeter ce qui semblait irréparable. La bougie d'allumage qui avait tout déclenché reposait maintenant sur leur manteau, poli et fier. Un symbole de la vérité selon laquelle les plus petites pièces peuvent parfois être celles qui alimentent les transformations les plus importantes. Harper Lancaster avait appris que les moteurs ne sont pas les seules choses qui peuvent être réparées avec patience, savoir-faire et amour. Parfois, il suffit d'un bon mécanicien pour réparer un cœur brisé. Quelqu'un prêt à retracer chaque connexion jusqu'à trouver la source du problème. Quelqu'un de suffisamment patient pour effectuer des réparations qui dureront toute une vie.